des entreprises, ce sont 1200 salariés qui n'ont pas reçu leur salaire d'octobre et une entreprise qui est au bord du gouffre. Bien sûr, il est inadmissible que le GCM et la mutualité baissent les bras et renoncent aux valeurs historiques et fondamentales d'une mission sanitaire performante et innovante. La FNMF et la FMF avaient les moyens d'éviter une telle situation, encore fallait-il en avoir la volonté politique. Ce soir, nous sommes ici pour réaffirmer haut et fort que les pouvoirs publics et surtout l'État doivent prendre en compte les missions de service public que nous portons depuis des années. L'État a une responsabilité majeure. Il se doit d'assurer le droit à la santé pour tous. Il ne doit plus rester absent du financement pérenne qui permettrait au GCM de continuer à vivre et d'assurer sa vocation et ses missions. D'autant que plusieurs exemples nous démontrent que c'est possible, comme celui de la rallonge budgétaire accordée par le ministère via l'ARS pour la clinique de Marignane. D'autre part, le préfet est garant de l'emploi dans le département. Il ne peut donc rester inactif. Il se doit au moins de faire le relais de nos revendications auprès du ministère, ce pourquoi il s'est engagé ce soir. Rien n'est joué et surtout rien n'est perdu. Les 4 organisations syndicales de l'entreprise considèrent que le maintien de l'emploi et des activités relève d'une impérieuse nécessité à la fois sanitaire et sociale. Aucune décision prise par le tribunal ne doit engendrer des problèmes d'emploi et modifier à la baisse l'offre sanitaire dans notre département. Nous tenons à conserver notre outil qui emploie 1200 personnes et qui soigne 200 000 patients et auquel les mutualistes sont fortement attachés. Pour ce faire, nous travaillons à un projet alternatif à celui de la direction. Ce projet pourrait constituer une forme juridique nouvelle, englobant les mutuelles dans une vision élargie, les acteurs de l'économie sociale ainsi que les collectivités territoriales, sans exonérer l'État de sa responsabilité sur le financement du service public. D'autant que nombre de collectivités soutiennent le patrimoine sanitaire, social et humain que constitue le Grand Conseil de la mutualité. Cette forme juridique pourrait être un groupement d'intérêt public qui pourrait reprendre l'infrastructure existante en garantissant le maintien des activités. Le GCM, qui a un potentiel d'activité très important, est viable et une nouvelle dynamique peut nous faire sortir par le haut de cette situation. Pour gagner, la mobilisation et l'implication de chacun et de tous seront déterminantes. Nous ne lâcherons rien. C'est une grande aventure humaine, des réalisations sanitaires et sociales. Mais, bien évidemment, patron et gouvernement à son service n'ont jamais accepté cette conquête sociale que constituait le couple sécurité sociale mutualité. C'est ce qu'ils continuent de faire avec violence aujourd'hui. Qu'ils utilisent aujourd'hui les compagnies d'assurance pour casser la mutualité. Et depuis 1985, ils font ça. La situation de la clinique de Bonneveine et des centres de santé est le résultat de la politique de casse de l'hôpital public, de la sécurité sociale, de la protection sociale faite par les divers gouvernements qui se sont succédés dans ce pays. Depuis des décennies, le réseau santé mutualiste a prouvé son efficacité sanitaire et sociale, avec des médecins, des personnels médicaux et administratifs de qualité et d'un grand professionnalisme, que j'ai pu mesurer durant les 9 années de présidence du Grand Conseil de la Mutualité qui célèbre cette année ses 190 ans, parce que ce Grand Conseil de la Mutualité, il a été créé en 1821. C'est une des plus grandes, plus anciennes institutions qui reste dans ce département. Et cette mutualité, c'est au service de la solidarité. Leur place spécifique dans le système de santé complémentaire, de la médecine libérale et du secteur hospitalier. Deuxième distributeur de soins. Et à ce titre, ils devraient bénéficier de financement public.
C'est cela que le gouvernement doit remettre en cause, en affaiblissant la mutualité, en lui obligeant à prendre en compte les réductions répétées du taux de remboursement des médicaments, les augmentations du forfait hospitalier qui n'auraient jamais dû exister et qu'il faudrait vite supprimer dans ce pays, à la CMU qui est financée essentiellement par une taxe versée par les complémentaires. Et maintenant, une taxe sur les cotisations mutualistes, mais c'est un véritable scandale. Tout cela au nom de la dette, au nom des marchés financiers, c'est-à-dire qu'on fait passer l'argent avant l'humain, avant la personne humaine, avant la santé de notre population. Allez, voilà que ce gouvernement parle de courage. Force est de constater que son courage s'arrête au coffre-fort des grands de la finance. Elle aggrave les inégalités face à la maladie. Elle n'épargne ni l'hôpital public, ni la médecine ambulatoire, c'est-à-dire la médecine de ville. Et à l'orée des élections de 2012, nous sommes vraiment devant des choix fondamentaux, ou bien nous allons, des choix historiques fondamentaux, où nous continuons à privatiser la sécurité sociale, et malheureusement, c'est en marche, ou nous retournons à un système solidaire, à un système qui permet l'accès aux soins pour tous. Autrement dit, il s'agit d'être soigné suivant ses moyens, donc sa carte bleue, ou suivant ses besoins. Et c'est quand même pas un détail. François Danvy et Félix Girolami ont remarquablement expliqué, tous les deux, et je les en remercie encore, quels étaient les choix politiques courageux de nos historiques, de nos dirigeants mutualistes historiques, et quelles étaient leurs ambitions, c'est-à-dire le recul des inégalités face à la maladie, le recul des inégalités face à l'accès aux soins et à une médecine de prévention. Alors, dans les moments graves que nous traversons, moi je suis le représentant du syndicat des médecins, évidemment la première question qui va venir, c'est de savoir si notre médecine mutualiste a failli. Eh bien écoutez, moi je veux vous dire ici que je pense que non, notre médecine mutualiste n'a pas failli, et je dirais même bien au contraire, non seulement elle n'a pas failli, mais elle est citée en exemple une multitude de fois comme un modèle original et moderne de médecine, de pratique médicale. En fait, quand vous rencontrez les présidents, que ce soit de collectivités territoriales, l'ARS, y compris le représentant du préfet, eh bien, tous vous disent et reconnaissent la pertinence sanitaire de notre action. Tous. Oui, notre médecine d'équipe, notre médecine qui s'exerce dans un même lieu, avec un plateau technique complet, avec une médecine rémunérée à la fonction, médecine pluridisciplinaire où nous avons les médecins généralistes qui sont pivots du système, mais également des médecins spécialistes qui sont donc à côté de ces médecins généralistes, sans lien d'argent direct avec le patient, comme l'a décrit si bien notre ami Danvy, c'était le projet de la Maison Blanche. La Maison Blanche, des médecins rouges qui exercent une médecine jaune dans une Maison Blanche. Eh bien c'est cette médecine d'équipe qui aujourd'hui, à mon avis, représente, et à mon avis, et à l'avis des 450 praticiens qui exercent dans cette structure. Je vous rappelle que nous sommes 450 praticiens, dont 120 chirurgiens dentistes. Eh bien, à notre avis, nous n'avons pas failli. Particularité originale de nos centres, c'est la population que nous soignons. Elle est riche de sa diversité, cette population. Elle va des cadres supérieurs qui peut s'offrir les complémentaires santé qu'il souhaite aux patients titulaires de la CMU. Mais il ne faut pas s'y tromper. Cette population est une population à risque de santé accru. Globalement, bien sûr. Ce n'est pas l'échantillon d'une population dont les seules préoccupations sanitaires sont celles de patients qui fréquentent les cabinets où se pratiquent largement les dépassements d'honoraires en secteur 2. Ce n'est pas celle-là. Les risques de santé sont accrus par plusieurs éléments. Évidemment par des difficultés économiques et sociales, par des difficultés d'accès aux soins et à une culture santé tout simplement, et par l'exposition à des risques inégalitaires dans l'habitat et évidemment dans le travail. Parmi les champs d'intervention de notre médecine sociale, on en trouve une grande diversité d'actions autour de chaque centre. Je n'ai que quelques minutes et Thierry me regarde déjà, il me dit que j'en ai plus qu'une. Dommage. Je n'en prendrai que
une seule, et qui me paraît particulièrement emblématique, celle du scandale de l'amiante. La révélation par les centres de santé du dossier amiante a été dans la région la première et la seule réponse du système de santé publique à ce drame. Elle a, je le rappelle, concerné directement environ 18 000 personnes. 18 000 personnes de ce département. Pour l'année, alors je ne vais pas détailler, je n'ai qu'une minute. Je pourrais également citer le SIC, mais je crois que Gilbert Rigonnet, qui est présent ici, je sais que Marc est absent, détaillera. Donc je fais court. Vous le voyez, cette médecine préventive a été et est quelquefois, mais trop rarement, soutenue par des financements extérieurs. Elle a pourtant un coût structurel, c'est le problème. Nos accueils ne sont pas non plus ceux de la médecine libérale. Ils sont un facteur de cohésion sociale. Nous accueillons des patients en grande difficulté sociale aussi. Et ça, vous ne pouvez pas avoir n'importe quel accueil. Donc ça a également un coût. Et puis je parlerai également de la pratique obligatoire qui nous est imposée et généralisée du tiers payant, qui est un acte de solidarité sociale, dont le seul coût représente une charge importante pour les centres, estimée entre 3 et 4 euros, suivant, par le rapport de Dominique Hacker, c'est un rapport de la Direction générale de la santé qui date de 2007. Ce coût n'est pas pris en charge comme il se doit. Il est injuste qu'il incombe aux seules mutuelles, alors que le tiers payant est pratiqué pour tous les usagers. Mais il est tout aussi injustifié qu'il soit financé par les activités des médecins. Ce n'est pas à eux de financer le coût du tiers payant. Ce n'est pas leur activité en tant que telle. C'est donc un élément aussi du coût de cette médecine sociale. Donc aux difficultés économiques de la médecine sociale mutualiste, il faut bien sûr ajouter le désengagement continu et aggravé de l'assurance maladie. Si le gouvernement se désengage, la mutualité, elle, ne doit pas renoncer. Si elle en prend la responsabilité, si elle décide de faire table rase du coût de cette pratique sociale, alors on supprime la fonction sociale du réseau. Et à quoi sert alors l'héritage du mouvement mutualiste de gestion et d'action? En fait, ce sera la fin de notre mouvement mutualiste tel que nous l'avons connu dans le département. Merci, Dominique. Non, je n'ai pas terminé, je te demande encore 10 secondes. Excuse-moi. C'est une belle conclusion. Je suis à 5 minutes, je crois. S'agirait-il exclusivement de réduire la masse salariale des professionnels? Je ne le pense pas. Donc il n'est pas sérieux de s'en remettre à des solutions exclusivement comptables et à distinguer de celles des dérives comptables, difficiles à distinguer de celles des dérives du libéralisme, sans rechercher avec les usagers, la population, avec l'ensemble des professionnels concernés, de vraies réponses qui appellent à de vrais choix économiques. Vous l'avez compris, une des questions à débattre ce soir essentielle sera comment solliciter le préfet pour obtenir rapidement cette table ronde. Concernant les 450 praticiens que je représente ici ce soir, je vous assure qu'ils ne renonceront pas. Que nos centres, pour eux, nos centres restent et nos cliniques sont une réponse, parce qu'ils sont une réponse de santé moderne, utile et d'avenir aux enjeux de la pratique de notre médecine sociale. Je vous remercie. Que vraiment, ça vaut le coup de s'accrocher à tout ça et de poursuivre cette belle œuvre. Voilà. Donc on a des centres de santé où il y a toutes ces spécialités. Nous avons des centres de santé dentaires qui sont isolés, mais qui sont tout aussi importants dans leur pratique, parce qu'ils permettent justement de relayer le système libéral et ses défaillances. Et c'est important que tout le monde soit pris en charge de la même façon. Voilà. Donc moi je suis heureuse de vous voir tous là, de voir que notre combat intersyndical porte ses fruits, que les comités de soutien nous ont tellement bien relayés. Et je souhaite que vraiment au plus tôt, nous obtenions cette table ronde et que nous puissions avancer et surtout garder une pérennité à nos centres, parce que c'est tellement important pour la santé de tous. Voilà, je vous remercie. Les attaques répétées de l'État contre la mutualité, directive européenne, taxe CMU, TSCA, forfait journalier, hospitalier, déremboursement des médicaments et les dérives assurantielles qui en résultent fragilisent cet acquis important pour les populations. Le fait est là, au lieu d'organiser la résistance, la mutualité s'inscrit dans un moule qu'elle subit ou qu'elle relaie. C'est au moment où les besoins des gens sont les plus criants face à la casse de la Sécu, de l'hôpital public, en bref, de la protection sociale, qu'on nous explique qu'il faut être comme les autres, vecteurs de la rentabilité de la santé. Dans le même temps que l'État ponctionne, il se désengage de la santé. La défense des centres de santé et des activités hospitalières en tant que structure, c'est remettre au cœur du débat l'accès aux soins pour tous. Les centres de santé sont garants du secteur 1, c'est-à-dire du non-dépassement d'honoraires, à l'inverse des maisons médicales, où les tarifs sont libres et parfois exorbitants.
Ils pallient les déserts médicaux géographiques, comme c'est le cas à Port-Saint-Louis ou à Port-de-Bouc, et sont régulateurs du secteur 2, comme à Aix ou à la clinique de Bonneveine dans les quartiers sud de Marseille. Parce que répondant aux attentes des populations, les centres de santé sont fréquentés par 65% des populations non mutualistes au réseau. En pratique, les subventions données aux centres de santé sont inférieures à celles accordées à la médecine libérale. Une grande partie des difficultés est liée à une non-transposition de certains éléments de la convention passée entre l'État et la médecine libérale. Forfait de 40 € pour affection de longue durée, non-rémunération des actes de prévention dentaire, non-rémunération des astreintes liées à la permanence des soins, les accords nationaux qui prévoient des subventions moindres. L'ensemble de ces éléments permettrait de dégager des ressources afin de réduire le déficit. Bien que répondant à de réels besoins publics, le manque de financement mutualiste, l'absence de financement public font la démonstration du désengagement de l'État. L'Agence régionale de santé, avec son préfet de la santé, a le mandat et la compétence gouvernementale de la gestion de la santé. Elle peut donc inverser ses choix. La tenue d'une table ronde avec l'ensemble des acteurs, conseil général, conseil régional, mairie, ARS, préfet, CPCM, organisations syndicales, mouvement mutualiste, doit contribuer à trouver des solutions pérennes pour la santé et l'emploi. C'est cette exigence que nous avons tous portée le 8 novembre lors du rassemblement en préfecture. Nous avons réitéré des initiatives le 1er décembre pour exiger que les engagements pris par le préfet le 8 d'organiser au plus vite cette table ronde soient tenus. Nous devons continuer à mettre la pression en préfecture. Cette réunion doit permettre de repositionner la responsabilité de l'État dans ce dossier. Alors que les collectivités territoriales, mairie, conseil général, conseil régional, sont attentives aux évolutions qui pourraient intervenir sur le schéma sanitaire de notre département, d'ores et déjà, même s'il en manque encore quelques-unes à l'appel, elles ont marqué avec force l'intérêt de la poursuite de l'ensemble des activités des œuvres sociales mutualistes. Même si elles œuvrent pour garantir ce schéma, elles savent avec pertinence que le gouvernement ne peut s'extraire de sa responsabilité en matière de santé et qu'il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour maintenir, pérenniser, voire développer les activités et l'emploi. Il nous appartient de rester attentifs aux prises de position qui pourraient être mises en œuvre. Cela passe par l'exigence forte de la tenue de la table ronde en préfecture et le financement de l'État à la hauteur des besoins. Demande à la mutualité française de prendre toutes ses responsabilités dans la gestion des œuvres sociales mutualistes en accord avec ses valeurs fondatrices. Au niveau régional, elle continue à exiger la table ronde promise le 8 novembre, réunissant l'ensemble des acteurs et appelle la population et les salariés à se mobiliser le 10 janvier devant la préfecture à partir de 17h30, le 10 janvier. Merci. D'intervenir à deux voix ce soir, parce qu'en fait, au niveau de nos deux comités de soutien, que ce soit Paul Paré ou celui du comité de santé Martigues, nous avons eu effectivement des initiatives communes, ou du moins semblables, qui sont ce qu'on appelle les cafés solidaires. Juste un mot pour situer le centre de santé Martigues. Bon, je pense que vous le connaissez tous. Pour le centre Paul Paré, c'est un centre qui se trouve à Saint-Antoine, dans les quartiers nord de Marseille. Dans ces quartiers, donc, dont Félix Girolami et François Danvry parlaient tout à l'heure, qui est à cheval entre trois communes, la commune de Septem, la commune des Pennes-Mirabeau et la commune, enfin, le 15 et 16e arrondissement de Marseille. C'est un centre qui est proche de l'hôpital Nord, du moins en vol d'oiseau, mais pas de manière piétonne ou en voiture. L'hôpital est très difficile d'accès. C'est un centre où autour beaucoup de médecins généralistes libéraux quittent le secteur parce qu'ils sont âgés et partent à la retraite. C'est un centre que, s'il était amené à disparaître, creuserait pour de bon un désert médical dans les quartiers. Donc c'est à deux voix qu'on va vous raconter l'histoire des cafés solidaires et des paroles qu'on a recueillies des patients qu'on a rencontrés lors de ces cafés dans le centre de santé, des cafés qui ont lieu 2 ou 3 fois par semaine et des fois plus. Tous les matins chez vous, depuis le 14 octobre. Voilà. Donc pourquoi des comités de santé et de soutien autour de nos centres de santé mutualistes? Les usagers que nous avons
organisent dans les centres disent avec des phrases sales, telles que ça fait 30 ans que je viens à la mutuelle. Je me souviens du docteur Paul Barré. Quand j'étais petit, il passait chez ma grand-mère. Et le docteur de Lauquier, il va bien au moins? Ce centre, j'ai grandi avec. Mes parents s'y font soigner. Maintenant, j'amène mes enfants. Ce centre, c'est mes yeux, c'est mon cœur. Mon pays, il est loin. Mais ici, je me sens chez moi. C'est un peu ma maison. S'il n'y avait pas été là, les docteurs pour l'amiante, je ne serais plus là depuis longtemps. Ici, on est bien reçus. Les médecins, les secrétaires, l'infirmière, tout le monde vous écoute. J'ai déménagé dans le 14e, j'ai essayé d'aller près de chez moi, mais je ne sais pas. C'est différent, alors je reviens ici. Ici, on a tout sur place, les généralistes, les spécialistes, le pédiatre. Comment je ferais, moi, s'il fallait courir de droite à gauche avec mon bébé et les deux petits? Si ça fermait, je ne pourrais pas descendre en ville avec ma canne. Vous me voyez à mon âge prendre le bus? On vient là parce que s'il fallait payer, on ne pourrait plus se soigner. Mais pourquoi il fermerait? Ça marche bien ici, c'est toujours plein de monde. À quoi ça sert de payer une mutuelle si le centre fermé? C'est de plus en plus cher, les cotisations. Comment voulez-vous que je paye les dépassements d'honoraires, que je fasse l'avance de frais avec mon salaire de 1 700 € et 2 ados à la maison? Et toujours aussi terrible à entendre, si ça ferme, on va aller où, nous? Dans les quartiers nord, il n'y a plus rien pour nous ici. Oui, ces phrases parlent à elles seules de cette médecine sociale. Quand on sait qu'à Paul Paré, il y avait 7 secrétaires pour l'accueil de Standard il y a 5 ans, contre 4 ou 5 maintenant, on comprend pourquoi, certains jours, personne ne répond au Standard. L'urgence ne serait-elle pas de répondre à ce problème de Standard, entre autres, qui concerne le fonctionnement du centre? Et Madame B, la pédiatre, ils vont la remplacer? Il devrait y avoir une assistante sociale ici. Pourquoi ils ne l'affichent pas dans les salles d'attente qu'il y a des gardes le week-end? Certains patients ne disent rien, mais à leur regard perdu sur les panneaux d'affichage, on comprend vite qu'ils ne savent pas lire quand, pudiquement, ils nous demandent. J'ai oublié mes lunettes, le guichet pour le laboratoire, c'est où? Qu'ils soient mutualistes ou non, jeunes ou plus âgés, parents ou pas, bénéficiaires ou non de la CMU, de revenus modestes ou moins, nés ici ou ailleurs, tous ceux qui prononcent ces paroles témoignent de leur attachement au centre de santé et nous disent à quel point, pour nous tous, c'est... Pour certaines ne seront pas conventionnées, ce qui signifie que l'accès aux soins sera élitiste et que la santé d'une grande partie de la population se dégradera rapidement. Au début, nous allions devant chaque usager pour lui exposer la situation. Peu à peu, ils ont été les vrais acteurs de cette information auprès des autres, venant signer spontanément les listes de pétitions, même en notre absence. Ils sont aux côtés de tout le personnel médical et paramédical, de tous les mutualistes dans la lutte pour conserver ce qui leur appartient. Ces centres, ils sont à nous et nous allons les défendre, affirmé avec force il y a quelques mois les mutualistes engagés dans la création des comités de soutien. Sachez que ce centre est à nous, ici c'est un peu notre maison, et porté à présent à vos côtés par de nombreuses personnes qui travaillent dans les centres et la majorité des usagers que nous avons rencontrés. Beaucoup d'entre nous ignorent sans doute qui étaient Louis Calisti, Lucien Moulineau, Ambroise Croizat, Jean-François Rey et d'autres encore. Aujourd'hui est perceptible le souffle et les valeurs qu'ils nous ont transmis, à leur insu, à notre insu souvent. Nous sommes confiants. Ne laissons pas balayer ce patrimoine par des logiques qui ne tiennent compte que des chiffres, de la rentabilité, de techniques de management. Nous en appelons aux élus, à toutes les personnes qui ont la capacité d'œuvrer pour la sauvegarde de ce patrimoine formidable. Des solutions existent et valent la peine d'être rapidement mises en œuvre. Ce soir, réaffirmons-nous tous ensemble le déblocage immédiat d'un fonds public d'urgence et d'organisation de cette table. Je veux juste dire une chose, il faut se dépêcher de faire quelque chose pour vous et pour nous, parce que les personnels, on arrive au bout du rouleau quand même, il faut le dire, on n'en peut plus, on travaille énormément. Attendez, je vais reprendre la respiration. Voilà, parce qu'on est là, bien entendu, parce qu'on a sa cheville au corps depuis très longtemps, ça fait 25 ans que je travaille là. Et, mais bon, comment dire, on travaille autant, encore plus même, avec encore moins de moyens, et puis en plus par moments découragé. Donc voilà, j'appelle à l'aide,
travaillé, mais avec un plaisir immense, parce que je travaillais au contact des gens, et ça me plaisait beaucoup. J'ai vu naître beaucoup d'enfants, j'ai vu beaucoup de gens se marier. Malheureusement, on en a perdu quelques-uns, mais on continue, on travaille, des fois avec beaucoup de difficultés, mais au-dessus de tout ça, avec beaucoup de plaisir. On a vu évoluer l'entreprise dans de bonnes conditions, dans de mauvaises conditions, mais on a toujours fait face. À Port-Saint-Louis, on est 83% à fréquenter les centres. 83%, c'est presque l'intégralité de la population. Mais il y a de tout. On a, comme disait un monsieur tout à l'heure, des personnes qui ont certains moyens, d'autres qui en ont moins. On soigne toutes les communautés, confondues toutes. On ne fait pas de tri. On reçoit tout le monde. On demande une carte vitale et c'est tout ce qu'on demande. Éventuellement un petit paiement, mais les gens paient volontiers parce qu'ailleurs c'est trop cher et on ne peut pas se soigner ailleurs. Je travaille en dentaire. On soigne énormément d'enfants. On soigne des personnes plus âgées, des gens qui ont un certain besoin, mais on a toujours répondu. Alors, de par ma compétence, j'essaie d'aider du mieux que je peux les patients qui arrivent et qui ont besoin de soins en urgence ou autre, mais on a toujours été là, toujours. Je me fais porte-parole de l'équipe avec qui je travaille, et entre autres, la copine qui aussi, je ressens ce que tu dis, puisque on s'essouffle, mais on tient le coup, parce que ça vaut le coup. Je n'ai pas le droit de laisser tomber, parce qu'on m'a laissé un patrimoine. On m'a laissé entre les mains un centre qui a été, comme disait le monsieur tout à l'heure, il a été construit brique par brique. Je n'ai pas le droit de laisser tomber ça, je n'ai pas le droit d'abandonner. Donc, je crois en l'avenir, je suis d'un tempérament optimiste, mais comme disait la collègue tout à l'heure, il va falloir se bouger. Et votre présence ici nous réconforte, mais elle nous fait énormément chaud au cœur, parce que l'accueil, ça nous concerne. Le désarroi, la dame tout à l'heure a témoigné, et franchement, j'étais très émue parce que c'est ce qu'on ressent et ce qu'on entend tous les jours. Des gens sont heureux, mais on a beaucoup de malades. On soigne des malades. Ils sont en détresse pour la plupart. Et un petit mot de réconfort, ça ne fait pas de mal. Et c'est ce qui fait notre spécificité. Et ça, je ne pense pas qu'on le trouve ailleurs. Quand je vais à l'hôpital, c'est pas du tout la même chose. Mais bon, voilà, c'est notre spécificité et ça, on y tient énormément. Et on veut le garder. Donc pour ça, il faut qu'on se batte. On a notre municipalité à nos côtés. Ça, je veux dire, le comité de soutien, il n'a même pas été question de quoi que ce soit. Ils ont été là, systématiquement, ils ont été là. Ils ont signé pour nous, ils ont fait signer pour nous, ils sont derrière nous. Ils nous épaulent, ils nous aident. Et on n'a pas le droit, nous, en tant que personnel, de laisser tomber. Voilà. Donc, c'est mon témoignage. L'esquiver, mais ça vient du fond du cœur. Voilà. Je crois que... Mais on est là pour dire la réalité des choses. Et la réalité des choses, malheureusement, ce sont des choix. Et aujourd'hui, les choix ne vont pas dans le sens de la médecine pour tous. Et aujourd'hui, dans notre bassin de vie, pour parler de notre territoire Martigues, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis, ça monte jusqu'à Miramas. Là, on a 4 centres de santé. Le mutualiste nous réconforte et nous conforte dans notre conviction que l'expérience du réseau mutualiste ne doit pas et ne peut pas mourir. Aujourd'hui, lorsqu'un Port-de-Bouquet, un Phocéen, un Croix-Saintin sera dans Michel Goriot, du nom d'un docker dirigeant syndical, afin de s'y faire soigner, il sait généralement les avantages que lui offre ce centre, un tel centre. Pratique du tiers payant, au demeurant financé par les seuls mutualistes, sans participation suffisante de l'État. Absence de lien d'argent entre le patient et le personnel soignant. Ce qu'il ne sait pas toujours, c'est qu'il est acquis